5, 4, 3, 2, 1, top. Bonjour Gypsy Paladini. Bonjour Alice Queen, merci de me recevoir. Je suis très heureuse de te recevoir et puis de parler de toi et de ton aventure. Tu t'es lancée dans une immense aventure puisque tu as décidé d'écrire au moins une dizaine de tomes d'une longue série policière qui s'appelle Vice et que tu as conçue vraiment comme une série télé, hein. Donc, comme tu as le tome 3, enfin l'épisode 3, on va dire, hein, parce que voilà, l'épisode 3 qui sort en ce moment, qui s'appelle Butterfly, voilà, on va parler spécialement de ce roman-là, mais quand même, je voudrais dire deux mots d'abord sur la série elle-même. Donc, il s'agit d'un centre policier, enfin d'une brigade policière qui n'existe pas, C'est ça. voilà, qui n'existe pas dans la vie, ce que tu as appelé la brigade, la BJV, la brigade des jeunes victimes. C'est ça. Voilà, hein, c'est très clair, on comprend tout de suite de quoi ça va parler. Ça traite de mineurs ou de jeunes adultes qui sont voilà, des victimes et on essaie de résoudre. Et alors, on a une jeune policière là-dedans qui s'appelle Marie, qui a un secret et qui essaye disons, de prouver à tout le monde en même temps qu'elle est, et de se prouver à elle-même qu'elle est une bonne flic, quoi, en fait. Et voilà, et qu'elle a toute sa place dans la brigade. Et il va y avoir une histoire d'amour avec un certain Zolan. Alors, je ne vais pas en dire plus, hein. Je voudrais simplement préciser que tes personnages sont des personnages tous extrêmement qui ont des blessures secrètes. Alors ces blessures s'entrecroisent et ça en fait à chaque fois des personnages très riches parce que ils ont voilà, ils traînent avec eux des casseroles ou des blessures difficiles, etc. Alors tu vas peut-être nous raconter tout de suite le pitch de Butterfly. Vas-y, pour présenter ton roman. En fait, déjà, je voudrais revenir un petit peu sur ce que tu as dit. Tu as déjà tout très bien présenté, donc c'est vrai que quand je passe derrière. Non, mais là, nous, on parle de Butterfly, hein. C'est pour ça que j'ai présenté la série, si tu veux. Butterfly. Ben, c'est pour t'aider à sortir le... Non, pas que, mais on est libre, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas les gendarmes, la brigade ne va pas débarquer. Voilà, comme tu as dit, c'est une série, donc Butterfly est important, mais c'est quand même bien de rappeler un peu les autres épisodes, puisque c'est pas des tomes, hein, j'insiste vraiment, c'est pas des tomes, c'est des épisodes. Oui. La différence, c'est que déjà c'est beaucoup plus court qu'un tome, hein, puisqu'un tome généralement c'est quand même quelque chose d'un peu plus, enfin on s'imagine, c'est un petit peu plus oui, c'est un roman garni, entier. hein. Oui, c'est un roman entier. Voilà, exactement. Donc là, c'est des épisodes, et il y a 8, il y en aura 8, pas 10. Il y en aura 8, c'est prédéfini. Voilà, donc c'est très important, c'est que pour moi, ces 8 épisodes, c'est comme un gros livre, d'accord? Oui. Donc, qui est divisé. Donc, c'est vrai que je peux raconter ce qui se passe dans Butterfly, mais au niveau des personnages, leur histoire commence déjà depuis le premier épisode. D'accord. Donc, on a effectivement la brigade des jeunes victimes, tous les personnages ont leur propre histoire. Et là-dedans, il y a donc Marie, comme tu l'as bien dit, qui débarque de la campagne et qui est un petit peu déboussolée de se retrouver dans une grande ville dans cette brigade avec son inexpérience en fait. Et donc tu as Zolan Stanic qui est un de ses coéquipiers et qui tombe éperdument amoureux d'elle et qui effectivement vient d'horizons complètement différents d'elle. Donc dans cette histoire, dans Butterfly, ils sont sur une enquête, ils sont mis sur une enquête d'une jeune fille qui est supposément kidnappée. Donc ils vont se lancer dans cette aventure et rapidement ils vont être orientés, c'est quelque chose que je peux dire parce que ça se passe au début, vers des néo-nazis, notamment de jeunes néo-nazis, puisque eux, parce qu'il s'agit d'une brigade qui s'occupe effectivement de jeunes adultes, oui, et de mineurs. Voilà, donc ils se lancent dans cette enquête, mais effectivement, rapidement, comme tu l'as lu, ça part dans des directions dans lesquelles ils ne s'attendent pas, parce qu'on sait comment ça se passe quand on travaille avec des adolescents, les façades, hein, entre la façade et ce qui se passe à l'intérieur, c'est vraiment très différent, notamment parce qu'eux, ce sont des adultes, et des adolescents. Donc, il y a une espèce de décalage et un conflit des générations. Donc, il faut vite se rendre compte que les adolescents ne leur disent pas ce qu'ils veulent savoir et qu'il y a une enquête, une affaire un peu plus grande derrière qui va se mettre en place.
Donc voilà, ça c'est la base. Donc effectivement, Butterfly, le nom, je peux pas trop trahir pourquoi, parce que tu as vu que j'en parle un peu, je dévoile la raison de ce titre un petit peu plus loin. Et c'est un peu la petite touch, on va dire, des épisodes où à chaque fois le titre a un rapport bien sûr direct avec ce qui se passe, mais ce n'est pas dévoilé tout de suite. C'est pas comment dire, c'est obvious, j'allais dire. C'est pas évident. C'est pas évident. On le devine pas d'emblée. Et effectivement, c'est dévoilé au cours du roman. Alors il y a 3 personnages moi qui m'ont, en plus des 2 personnages principaux, 2 protagonistes, il y a 3 personnages qui m'ont fasciné, que j'ai trouvé vraiment attirants, enfin dans leur trouble, hein, c'est pas des personnages positifs forcément, loin de là. Donc on a on sait pas, je sais pas, je te le dirai quand j'aurai fini les 8. Mais donc on a le commandant. Commandant, Marcus Talla, il est vraiment très spécial. Je peux dire peut-être juste un petit peu. Je pense pas que je dévoilerai beaucoup, mais il a l'air habité et on comprend pas tout de suite s'il est habité par des souvenirs terribles ou carrément par des fantômes qui le hantent. Alors sont-ils vrais, sont-ils faux, fait-il des hallucinations, c'est pas, mais enfin ça le perturbe beaucoup. Il est obligé de mener toute cette brigade et de parler et de rester pragmatique. Malgré ça, malgré ses troubles. Oui, parce que je t'interromps juste, ça me fait plaisir que tu me parles de lui parce que tu sais que chaque personne a ses personnages préférés. Hein. Et c'est pas souvent qu'on parle du commandant Talla alors que c'est quelqu'un de vraiment oui, parce qu'il est évident, il paraît évident, mais en fait, il n'est pas traité, il est traité de façon originale, en fait, voilà. Parce que dans un commandant de brigade, on a une brigade, donc on va avoir un commandant, puis il va être toujours en général un peu en deçà des 2 héros qui font l'enquête. Mais en fait, là, non, il a vraiment, quand il apparaît, il passe au premier plan vraiment grâce à ces caractérisations que tu as faites. J'essaie effectivement déjà, dans une base, dans la manière dont je travaille le livre, c'est que j'essaie vraiment de bien balancer tous les personnages. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils interviennent un certain nombre de fois durant l'épisode. Hein. Après, il y a certains épisodes où certains personnages vont vraiment être mis en avant. Et dans celui-là, effectivement, le commandant Talla prend vraiment une importance capitale. Oui. Donc, il y a d'autres personnes qui... tu as beau... faut que je réfléchisse du coup dans notre 3e épisode. Donc effectivement, il y a d'autres personnes. Attends, alors je vais y venir. Alors les 2 autres je te laisse. Les 2 autres qui m'ont interpellée bien, c'est donc Sophie. Sophie, c'est une espèce d'enragée. Alors elle est jalouse de Marie et de Zolan parce qu'elle est amoureuse de Zolan. Mais enfin, elle est cinglée, quoi. Elle est vraiment cinglée. Alors je ne veux pas spoiler, je peux pas dire ce qu'elle fait, quoi. Mais c'est une vraie enragée, dangereuse. Et attends, 4e épisode. Hein. Ah, d'accord, ok. Ça promet. Ça promet. Elle est touchante en même temps, parce que c'est vrai qu'on lui enlève quelque chose auquel elle tient, et puis on voit débarquer une petite nana comme ça, alors qu'elle avait cette relation avec Zolan auparavant. Donc, cette petite qui pour elle, c'est une petite paysanne, quoi, quasiment. Hein, et une bleue, hein, et ça lui plaît pas du tout. Donc effectivement. Moi, je dirais pas qu'elle est touchante. Je dirais qu'elle a ses raisons. Oui, c'est vrai que moi je connais ses troubles, je connais pourquoi. Donc c'est vrai que tous les personnages, je les trouve touchants malgré ce qu'ils font. Après, il y a des choses que vous ne savez pas encore. Donc effectivement, et c'est ça qui me plaisait dans l'élaboration de la série, c'est que je voulais vraiment avoir l'espace, le temps de faire aimer les personnages, les détester. C'est ça que j'aime. Des fois, je regarde des séries où les personnages font quelque chose d'impardonnable. On leur dit mais c'est pas possible, on va jamais. Comment ils vont réussir à faire une sorte de revirement de situation qui va faire qu'on va les apprécier à nouveau. Et ça arrive. Donc je me dis voilà, c'était ce que je voulais faire avec cette série. Oui. Ben, c'est très, très. Enfin, je sais pas, j'ai pas lu, j'en suis que là. Et il y a un drôle de personnage qui est le psy. Alors, quand on a un psy dans une brigade, on croit qu'il va être ouvert, bienveillant, généreux plutôt. Enfin, tu verras qu'il aura de l'empathie pour ces personnes. Et en fait, ce psy, il est absolument odieux avec les gens. Et ça en fait un personnage très intéressant parce qu'il traîne avec lui une espèce c'est pas de la rage, lui, c'est pas de la rage, c'est une mauvaise humeur comme ça. Il a beaucoup d'humanité, il aime beaucoup les animaux, il aime pas trop les humains. Voilà, Voilà,
misanthrope. Effectivement, ouais, c'est quelqu'un. Après, c'est vrai que bon, dans le troisième épisode, le premier et le deuxième épisode avaient vraiment pour but d'instaurer vraiment la scène, de présenter les personnages. Et dans le troisième, on commence déjà un petit peu plus à. Je suis allée plus loin dans le développement sur déjà les personnages. Tu as dû voir que j'ai beaucoup développé les personnages. Oui. Et effectivement, là, on commence à se rendre compte que cette brigade est quand même un peu spéciale. Donc, on ne sait peut-être pas tout. On sent les secrets. Voilà, les secrets commencent à être un petit peu dévoilés de chacun, mais on sent qu'ils sont lourds, quoi. Ils sont là, ils sont tout près, ils sont derrière la porte, ils sont au fond du placard et ils sont prêts à sortir. Oui, voilà, ça c'est vrai, comme des bombes à retardement. Ça, on sent très bien ça dans ce numéro 3, en tout cas. Alors, après, tu as des personnages qui peuvent, bon, qui sont le décor de ce numéro 3 précisément. Je ne sais pas si on va les revoir dans les autres, mais donc on a les petits néo-nazis, mais on a des vieux aussi dedans. On a des gens qui sont des anciens du Kosovo, voilà, des bandes, bon, etc. Alors, pourquoi ces choix-là? Toujours des gens quand même très violents, très trash. Oui, parce que ça, j'ai oublié de le dire, hein, tu mâches pas tes mots, c'est très cru, c'est très... il y a des scènes violentes, il faut le dire. Moi, on m'a dit que j'étais quand même beaucoup moins violente que dans les précédents, hein, dans 100% et j'entends les bruits des ailes qui tombent, qui étaient vraiment des vrais thrillers où là, tu vas vraiment développer les parties, les meurtres, les choses comme ça, alors que là, généralement, je m'attarde pas quand même sur les détails. Non. Par contre, j'ai voulu un petit peu plus exploiter ce qui se passe dans notre société. Hein. Donc déjà, les autres, ça se passait aux États-Unis, ça se passe en France. Et comme moi, j'aime beaucoup, je me suis pas mal expatriée. Hein, j'habitais dans les différents pays. Et puis généralement, quand tu es étrangère dans des pays, tu vas plutôt des populations qui sont également étrangères. Hein. Donc personnellement, j'ai vécu pendant 5 ans en Autriche. Peu après la Yougoslavie, donc du coup il y avait beaucoup d'immigrés yougoslaves et normalement également du Kosovo. Donc c'est vrai que à ce niveau-là j'ai quand même pas mal de connaissances et c'est pour ça que j'aime bien exploiter ces domaines-là. Après, pour ce qui est de la violence, je trouve que bon, on est dans une brigade, hein, donc policière, donc forcément il va toujours avoir de la violence. Je pense que ce que j'arrive à pas mal faire, c'est à réinterpréter ou à exprimer les expressions de chacun. Je pense que mes dialogues au niveau réaliste sont assez bons. Moi aussi j'ai grandi dans une cité, donc j'ai aussi quand même une petite base de dialogue ou d'expression qui sont quand même assez réalistes. Je fais des enquêtes rapidement. Alors j'essaie vraiment au maximum dans chaque enquête d'aller dans un domaine différent. Donc, le premier, c'était plutôt le harcèlement scolaire. Le deuxième, traiter des réfugiés un peu, hein, des réfugiés ou des croyances africaines. Celui-là, je passe dans autre chose. Je parle des néo-nazis, je parle d'autres choses que je peux pas trop dévoiler parce que du coup, ça dévoile l'enquête, ce qui est toujours un petit peu difficile hein, quand on parle des romans policiers pour pas trop en dévoiler. Dans le quatrième, je vais plutôt aborder tout ce qui est drogue. Voilà, donc à chaque fois, je vais partir dans des domaines différents, mais je reste quand même dans la fiction, c'est-à-dire je parle des faits d'actualité, mais il y a quand même une petite touch, je pense, de folie qui nous dit, voilà, on est quand même dans la fiction, on n'est pas que dans la réalité, c'est pas comme si on allait ouvrir un journal et voir exactement la même chose. Moi, j'aime pas trop cette partie-là, donc des fois, on me dit, mais... oh ça c'est pas trop réaliste ou c'est pas trop. Moi je dis déjà c'est pas vrai parce que bon, même moi en ayant voyagé beaucoup, je trouve que quand on est actif dans la vie, qu'on fait beaucoup de choses, il nous arrive des choses des fois un peu improbables. Et je pense que je rajoute à chaque fois quand même un petit truc qui nous dit ah c'est quand même de la fiction. Oui, tu tiens à la fiction. Pour te dire, moi je suis très fan des séries telles que Fargo, donc j'aime toujours ce côté un peu absurde et décalé de la vie. Donc, même si par exemple j'ai des choses un peu lourdes, j'essaie quand même du coup d'amener des personnages qui sont un peu plus légers, comme c'est le cas d'Amir. Tu vois, Amir, il a une fonction dans la brigade qui est d'alléger l'atmosphère par rapport à Zolan qui lui est vraiment dans le noir. Oui, et puis c'est vrai que parfois dans la vie, il y a des choses tellement invraisemblables et improbables que parfois on n'oserait pas les mettre dans des romans. Donc, non, moi je trouve qu'il y a pas, j'ai pas du tout été gênée par je me suis pas du tout posé la question, le lien entre le vraisemblable, pas le vraisemblable, réaliste, pas réaliste. Non, ça tient très bien la route. Mais on est dans la fiction, c'est clair. C'est noir en fait, hein, assez bouleversant, mais je trouve que il y a d'autres sujets. Bia est quand même quelqu'un de très léger, qui est fan de K-pop,
voilà, des films indiens. J'essaie vraiment de contrebalancer pour qu'il n'y ait pas trop de noirceur et justement pour pouvoir toucher un plus large, quoi. Oui, oui. Et pour que les scènes, justement, quand on est tout d'un coup dans du lourd, quoi, voilà, ça passe, ça. Bon, ben, on y est là cette fois, quoi. Ben, il faut des temps de respiration, forcément, hein. L'exercice que j'aime bien, c'est les dialogues qu'il y a entre les personnages, tu vois, c'est ça qui m'intéresse, notamment quand ils sont confrontés à quelque chose, une situation, et j'aime bien les questions qui se posent, tu vois, et c'est toujours que moi je juge pas mes personnages, tu vas avoir des personnages qui vont être bienveillants, t'en as d'autres qui vont avoir des réactions un peu racistes sur le coup, et qui vont après y penser en se disant, ah, je devrais peut-être pas penser ça. Mais je les laisse faire celles qu'ils veulent parce que dans la vraie vie, c'est comme ça. T'as pas que même dans les personnages principaux qui sont censés être des gentils, t'as pas que du bon, quoi. Il y a des trucs mauvais en nous, même nous, on passe par des tas de différents états. Et pour moi, c'est important de faire passer ça, quoi. Donc, il y a peut-être des choses que les personnages vont faire ou dire qui vont un peu choquer. Mais bon, voilà, on est des adultes et au moins, il se rattrape après. Oui, il faut qu'un personnage soit complexe de toute façon. Tu connais. Ben oui, bien sûr. Parmi les femmes, c'est laquelle, non pas que tu préfères, mais où on retrouve du Gypsy Paladini? Alors moi, je vais te dire mes personnages préférés. C'est les deux personnages secondaires qui sont le Goran, le cousin de Zolan, et Lila, la sœur de Marie. C'est pas eux qui ont le plus de place dans le roman, mais moi c'est mes préférés en fait parce que je peux m'éclater avec eux. Ceux-là. J'aime beaucoup Lila. Ouais. Alors, le personnage avec lequel j'ai eu le plus de difficultés, c'était Marie. Parce que j'avais vraiment du mal au début, parce qu'on sent bien que Marie, elle débarque et au début, bon, elle est un peu naïve, elle est intelligente, mais elle a un côté mature et un côté immature, hein, puisqu'elle est complètement influencée par les films de justiciers qu'elle voit, donc elle pense que dans la vie ça va être comme ça, mais elle se rend vite compte que ça n'a rien à voir, hein. Donc j'avais un petit peu de mal de travailler sur Marie avant qu'elle dérape, parce que là on se rend compte que dans le 3e épisode ça commence à aller pas trop bien aller pour elle, hein. Donc après, de toute façon les personnages, à partir du moment qu'ils dérapent, j'arrive à bien les exploiter. Avant, c'est un gros travail, donc j'ai dû vraiment faire un travail sur Marie. J'ai fait du coup avec Fleuve, hein, quand j'ai sorti le livre avec eux, où j'ai dû vraiment le retravailler pour la rendre sympathique, au moins intéressant, et pour le lecteur et pour moi. Parce que quand on travaille sur un personnage en tant qu'auteur et qu'on ne l'aime pas trop, c'est compliqué. Ah bah oui, bah si elle t'ennuie, elle va ennuyer le lecteur, hein, voilà. C'est sûr. Hein, ouais. Donc là, du coup, je lui ai vraiment créé un univers psychologique, une sorte de dualité où des fois, elle part dans des trucs, elle est un peu perturbée sexuellement aussi, Maria, elle ne sait pas trop où elle en est. Voilà, donc maintenant, j'aime bien Marie, effectivement, mais j'aime bien sa sœur. Hein. Oui, c'est dans sa sœur que je le rappelle à 3 enfants de pères différents et qui est spécialisée en gourmandise jamaïcaine. Voilà. Donc elle, je l'aime bien parce qu'elle est vraiment irresponsable. Elle, j'aime bien. Bon, d'accord. Et sur Sophie, j'ai un peu plus facile pour moi d'écrire sur des gens un peu plus rageux que des gens comme Bia ou Myriam, qui sont plus ordinaires, on va dire. Pour moi, c'est un exercice un petit peu plus complexe. Oh ben, Bia, elle est bien starbée quand même, hein, aussi. Là, oui, c'est vrai qu'elle... Oui, elle est quand même, elle est dans ses délires à elle, hein, oui. Mais oui, j'ai oublié de dire, tu en as parlé, mais que le roman est parsemé de références à des films et à des séries. Et donc ça participe aussi d'une certaine jubilation quand on connaît les films et les séries. Quand on les connaît pas, on se demande, voilà, on est curieux. Oui, c'est vrai. Tu l'as ressenti comment du coup? Parce que bon, c'est vrai que j'ai une grosse tirade sur Walking Dead de la part justement de Goran. Parce que Goran est quelqu'un, oui, qui sort de prison, qui est donc le cousin de Zolan, qui sort de prison et puis qui a passé 10 ans enfermé et qui du coup habite maintenant avec lui. Et c'est vrai il regarde beaucoup la télé et du coup il a toujours des tas de réflexions, enfin des tas de références. Mais c'est-à-dire que Goran en a le sentiment, effectivement à cause de son passé de prison, ce qu'il connaît du monde, c'est ça, c'est les films et les séries. Alors pas du tout à la façon de Marie. Elle, c'est pour modéliser un monde et pour s'y conformer. Lui, c'est pour déduire de ce qu'il voyait une philosophie de vie, une grille de critères de lecture pour essayer de comprendre le monde, voilà. Ouais. Après, pour Goran, je n'irai pas aussi loin que ça parce qu'il n'est pas spécialement fan de séries, hein. C'est juste qu'il a qu'il a rien à faire de ses journées, donc il fait que regarder la télé. Et donc du coup, il regarde des documentaires, il regarde des tas de choses, il absorbe. Donc du coup, c'est quelqu'un d'intéressant parce qu'en même temps, ce qu'il dit, alors il le dira plus dans le 4e, mais je peux le traduire, c'est pas grave.
peut le trahir, pardon, c'est très grave. Lui, il apprend, enfin, il dit maintenant, la nouvelle école de la vie, la vie, elle s'apprend plus à l'extérieur dans la rue, elle s'apprend à la télé, quoi. On a tout ce qu'il faut à la télé, on a même des documentaires sur policiers qui nous disent comment pas se faire prendre pour faire ci, pour faire ça. Donc lui, qui est quand même de l'autre côté de la loi, il se dit même là, voilà, j'apprends, donc j'ai plus besoin de sortir de chez moi. Donc voilà, il est plus accro à la télé qu'aux séries elles-mêmes. Mais voilà, il a toujours des réflexions, il part toujours au loin dans son analyse de l'humanité. Il est un peu toujours en conflit avec Zolan, mais en même temps, il a quand même un côté un peu je m'en foutiste qui est royal de la part de Zolan. Il fait peur quand même. C'est un personnage qui fait peur quand on lit. C'est un vrai Raimondi. C'est vraiment. C'est pas un petit voleur, c'est vraiment le mec qui a choisi d'être du mauvais côté de la loi. Donc là, il est un peu calmé. Oui, mais on ne sait pas, il fait peur. Il fait peur parce qu'on ne sait pas qu'il y a vraiment dans sa tête. Voilà. Alors on soupçonne on soupçonne parce que c'est le frère de Zolan que c'est pas un vrai méchant. Il a tout du méchant, mais que dans le fond il l'est peut-être pas. Mais dans le fond, finalement, on n'en sait rien. Et ça pourrait être aussi une espèce d'ange noir de Zolan, c'est-à-dire qu'il peut entraîner Zolan dans des trucs terribles pour la noirceur qu'il a en lui. Donc voilà, c'est un personnage qui fait peur. Et il essaie quand même de séparer Zolan de Marie, du moins c'est l'impression qu'il donne, et il est en contact constant avec quelqu'un au téléphone, on ne sait pas qui, enfin il y a quand même des zones noires effectivement sur Goran. C'est pas quelqu'un qui va du jour au lendemain être quelqu'un il sera pas du beau côté de la loi. Il le dit dans le 2e épisode, tu fais un choix, il n'y a pas de raison, quoi. Oui, mais si tu veux, il y a 1000 façons d'être du mauvais côté de la loi. Tu peux même parfois être pas du bon côté de la loi et être quelqu'un de très bon. Oui. Voilà, tu vois, qui choisit ça pour d'autres raisons. Voilà. Après, ce sont des gens des Balkans, quand même, donc qui sont de là-bas. Oui. C'est quand même des gens qui sont assez durs. Je ne vais pas en connaissance de cause, dans les Balkans, donc effectivement, ils n'ont pas la même notion non plus de la vie que nous. Non, le pays a traversé des choses que nous, on en est assez loin. Alors, je voudrais juste me faire plaisir maintenant et lire un petit extrait de ton roman. C'est toi qui l'as choisi, donc je ne sais pas, je crois que c'est au début. Bon, enfin bref, on va se lancer. Juste, je voudrais que tu me rappelles, tu as fait des choses impardonnables, lesquelles? Qui parle là? J'ai besoin de savoir qui parle. Alors, c'est Bernie. Bernie, c'est l'instructeur de Jiu-Jitsu de Zolan. Ah oui, d'accord. En fait, quand Zolan avait, je ne peux pas tout dire, pour pas trahir, mais quand il avait 20 ans, Bernie, qui est un ancien policier qui s'était reconverti donc en instructeur d'arts martiaux, l'a trouvé dans la rue. Enfin, dans la rue, il logeait pas dans la rue, mais il l'a trouvé à la fin d'une bagarre où il était vraiment éclaté, en train d'agoniser presque dans la rue. Et du coup, il l'a ramené, il l'a gardé chez lui pendant un moment, jusqu'à ce qu'il aille mieux. Et à la fin, quand il a commencé à reprendre des forces, il lui a dit voilà, il faut que tu changes un peu ta vie et moi je vais t'enseigner donc le Jiu-Jitsu qui a toute une philosophie, c'est pas seulement de l'arme, c'est vraiment, il y a toute une philosophie derrière de concentration et tout. Voilà, et depuis ils sont restés en contact. Zolan a besoin de lui pour un petit peu dompter la bête qui est en lui. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre entre eux. Bernie, il y a plein de choses qui ne sait pas. Il a jamais su notamment ce qui s'est passé, qui est arrivé à Zolan avant qu'il le trouve là. Donc, il sait que par rapport aux bribes de secrets qu'il lui confie, il a compris qu'il il pense au Kosovo et que quelque chose est arrivé là-bas. D'accord. C'est tout ce qu'il sait jusqu'à présent. D'accord. Bon, ok, donc c'est bien. Tu as fait des choses impardonnables. Lesquelles? Ça ne m'intéresse pas. Tu peux choisir de les laisser te bouffer jusqu'à ce que tu en crèves. Ou tu peux te dire que tout n'est pas foutu, qu'il y a une échappatoire quelque part, une sorte de rédemption. Ça te semble improbable pour l'instant, mais le problème avec la première option, c'est qu'il n'y a pas que toi qui souffres. La haine est comme un gaz asphyxiant. Elle se répand et infeste même les innocents. Donc tu te détruis, toi, et tu continues à blesser les autres. La seule manière de payer pour tes fautes, c'est que c'est bien de ça qu'il s'agit, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est de te mettre au service de la société, flic. C'était l'option qu'il lui proposait. Ce qui avait fait rire Zolan, de ce rire amer dont il était coutumier. Il venait d'une cité où les flics le foutaient dans le même sac que tout le monde, quand il trouvait une opportunité d'aller casser de la racaille. Le port d'un uniforme lui brûlerait la peau. Ce n'est pas censé être fun, lui avait expliqué Bernie, ou cohérent par rapport à tes principes. C'est une question de rééquilibrer la balance,
rendre justice à des inconnus pour purger les fautes que tu as commises et que tu ne pourras jamais réparer. Ça ne changera pas pour toi. Tu auras toujours fait les saletés dont tu te sens coupable. Mais peut-être qu'en donnant de toi, le sang sur tes mains te paraîtra plus supportable. Voilà. Oui, j'aime bien cette partie-là. Je vais rajouter après, en fait, tu vois. À la fin, quand j'avais déjà écrit le livre, comme je t'ai dit, je reprends un peu, je m'assure que tous les personnages sont bien balancés et je trouvais qu'il manquait un petit truc à Zolan. C'est ça qui est difficile dans une série, à savoir vraiment où tu places les révélations, tu vois. Pas trop en dévoiler, mais quand même en dévoiler assez, parce que si tu fais traîner pendant 6 épisodes, perd l'intérêt. Et donc là, je dis qu'il manquait quelque chose et c'est là que j'ai rajouté cette partie-là après, et c'est l'une de mes préférées. Oui, c'est parfait parce que oui, on sent un peu du background de Zolan sans en sentir trop, mais c'est très bien dit. Puis on comprend aussi qu'il a fait un choix, puisque maintenant il est flic, et qu'il est obligé de s'y tenir quelque part. C'est vraiment une question de vie, quoi, de survie pour lui, de survie intérieure. Oui. Alors parle-nous un peu de tes éditeurs. Où tu en es? Moi, j'arrive plus à te suivre là, JP. C'est pas la seule. Alors, donc après J'entends le bruit des ailes qui tombent, que j'avais sorti en 2015, j'ai signé un contrat avec Fleuve pour le début de cette série. L'année dernière, en novembre 2017, on a sorti les 2 premiers épisodes. C'est vrai qu'à la base, mon idée de base pour lui, c'était de faire 3 épisodes par livre. Donc, ce qui aurait fait, au début, je m'étais dit, je ferais 9 épisodes. Voilà, une trilogie par livre. Sauf que je me suis rendu compte, en écrivant le 3e épisode, que j'avais beaucoup plus de choses à dire. Où j'ai pas pu l'intégrer au premier livre. C'est pour ça qu'on a sorti que 2 épisodes chez Fleuve. Et après, je savais pas trop si je sortais un épisode par an ou si j'arrivais quand même à les condenser pour faire 2 épisodes par livre. Donc, c'était pas bien défini. J'ai sorti ces 2 premiers épisodes chez Fleuve et pareil, on savait pas si vraiment de l'aspect série ou pas trop en parler, rester sur les one-man shows. C'est toujours un peu difficile au niveau éditorial de savoir où aller parce qu'effectivement, apparemment en France, on n'est pas trop fan de séries littéraires. Ce qui est dit, hein. Après je sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà, et 1 an après, donc on a eu la discussion avec Fleuve à savoir est-ce qu'on continue ensemble ou pas. Et c'est vrai que je me suis dit, moi, qui adore les séries, je ne peux pas attendre 1 an pour avoir une suite. Donc surtout comme celle-ci, c'est vraiment conçu pour être lu quand même assez rapidement. C'est des histoires, même si à partir du 3e épisode, j'ai des histoires plus denses, on a vu que les personnages avaient un impact très important dans la série, une place très importante. Donc il faut continuer à les suivre rapidement. Et je ne peux pas laisser passer 1 an et 8 épisodes, ça va me faire 7 ans. Mais même moi, je veux dire, j'ai d'autres choses en tête, je ne peux pas passer cette année sur cette histoire. Surtout que j'ai déjà des idées pour éventuellement une 2e saison. J'ai préféré repartir en cavalier seul et revenir sur Amazon, comme ça s'était bien passé avec on va dire en indépendant, pas que sur Amazon, hein, mais en indépendant, comme ça s'était bien passé pour les précédents. Donc j'ai pas eu aucun problème avec Fleuve à ce niveau-là. C'est pas dit que je retournerai pas avec eux pour un one-shot, mais pour la série, je préfère avoir les mains libres. Et mon idée, effectivement, c'est de sortir les épisodes tous les 3 mois. Wow. Donc là, le 4e, il sort en décembre. Donc celui-là, il est écrit. Il faut vraiment que je travaille les corrections. Et comme tu sais, c'est beaucoup de travail. Parce que j'ai un travail à temps plein à côté. Voilà, donc mon idée, c'est après de parvenir à les sortir en mars, en juin, voilà, et de boucler toute la série d'ici fin 2019. D'accord, bon bah super. Bah écoute, la question suivante c'était qu'est-ce que tu prépares, donc ça va, on a la réponse. On sait que tu es lancé jusqu'à l'épisode 8 et qu'en plus tu as déjà en tête la saison 2. Donc j'ai d'autres projets aussi, hein. J'ai un autre projet qui est tombé là, parce que maintenant je travaille avec j'ai pris un agent littéraire et donc du coup elle me trouve un truc intéressant. Donc là je suis sur quelque chose dont je peux pas parler. Mais du coup, ça va être dur à caser tout ça. J'espère que je vais y arriver. Ça va être un sacré challenge. Et voilà. Mais c'est vrai que sinon, en priorité, ça va être la série. Voilà, je ne peux pas me lancer sur d'autres one-shot. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai vraiment envie de... J'ai trop d'histoires dans la tête et j'ai plus envie de faire des séries ou des sagas ou des choses comme ça plutôt qu'un one-shot unique. D'accord, c'est super. On va terminer sur une question qui est un petit peu rituelle que je pose pas toujours, des fois j'oublie. C'est est-ce que tu aurais un secret d'écrivain ou un conseil ou quelque chose à dire aux personnes qui vont regarder le film et s'ils sont intéressés par l'écriture? Ce que je peux conseiller, c'est d'essayer de travailler sur votre pouvoir d'abstraction. C'est-à-dire arriver à vous fermer au reste du monde. Alors c'est quelque chose qu'on va vous reprocher, mais moi c'est vrai que j'ai un esprit... Il y a un livre où c'est que, parce que quand on a une famille et des enfants, et
qu'on n'a pas forcément les moyens d'habiter dans des résidences énormes, on habite dans des appartements qui sont plus petits et il faut arriver à trouver et le temps d'écrire et la concentration. Donc c'est pas évident. Et moi, il y a un livre, je me souviens, parce que j'avais ma fille qui devait avoir 2 ou 3 ans et on habitait dans un studio, donc je ne pouvais pas me concentrer. Et j'ai écrit le livre dans la voiture. Comment je passais mon temps, quand je voulais écrire, j'allais dans la voiture et tout le livre, je l'écris dans la voiture. Donc c'est vraiment mon livre voiture. Mais après, on ne peut pas toujours faire ça. Hein. Après, on a des familles plus nombreuses et tout. Donc il faut vraiment réussir à avoir comme un interrupteur à l'intérieur de la tête où on se ferme au reste du monde. Donc ça a le nom des fois d'agacer les gens autour de moi. Ah, oui. Parce qu'une fois que je suis dans mon monde, du coup, les gens me parlent, les enfants font des tas de bêtises et tout, mais moi, je ne m'en rends même pas compte. Donc, voilà, il faut réussir à ça parce que sinon, voilà, on n'a pas à moins d'être seul. Bah, on aura du mal vraiment à rester concentré. En fait, tu as un super pouvoir. Mais oui, bien sûr, tu as le pouvoir de switcher comme ça, de te déconnecter du monde réel pour rentrer dans ton monde à toi, à la demande. Tu allumes l'interrupteur ou tu l'éteins. Et donc, c'est ça ton conseil, c'est apprenez à savoir vous déconnecter du monde réel. Après, il n'y a pas de conseil sinon d'écriture et tout, parce que chacun a son propre moyen d'écrire et tout. Mais pour moi, franchement, je trouve que voilà, ça c'est bien d'avoir ça, parce que bon, déjà c'est difficile à la base, hein, même quand on arrive quand même à faire ça. Mais sinon, oui, effectivement, sinon on va être énervé tout le temps. Hein. Oui, c'est un super conseil, c'est travailler sur votre pouvoir de concentration. Voilà. Voilà. Et puis après, moi, ce que je veux vous dire vraiment, c'est n'écrivez pas en pensant que vous allez devenir riche, parce que ça, c'est très compliqué. Faites-le par passion et faites le meilleur de vous-même. Si vous faites le meilleur de vous-même, vous n'aurez aucun regret par rapport à ça. Vous dites, j'ai fait le meilleur, voilà, j'ai donné ce que j'avais, ça marche ou ça marche pas. Il y a tellement d'autres de facteurs qui sont indépendants de notre volonté. Tu connais ça, donc faites au maximum, comme ça vous n'avez rien à vous reprocher à vous. Et après, si ça marche, ça marche, et si ça marche pas, j'aime beaucoup. Vous saurez faire de vous. C'est génial. Écoute, tu as donné 2 conseils vraiment géniaux. Et puis, ce qui transparaît très clairement dans ce que tu dis, c'est que tu es déjà enrichi au moment où tu écris. Et ça, on le sent par ta passion, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai. Tu écris, tu donnes le meilleur de toi-même, et c'est là déjà que tu prends quelque chose de la vie, quoi, en fait. La vie te donne. La vie te donne. Les relations qu'on tisse, on a de la chance de nos jours. Hein, parce que moi, quand j'ai commencé, c'était un petit peu comme toi, j'imagine. Hein, ça fait longtemps qu'on écrit. Donc, quand j'ai commencé, on n'avait pas Internet ou ces choses-là. On n'avait aucun contact avec les lecteurs. Et quand on recevait des refus des maisons d'édition, bah, tu te recevais des claques dans la figure, puis c'est tout. Tu croyais que tu étais nul, que personne n'aimerait tes romans. Donc, c'est vraiment... Or que de nos jours, c'est quand même différent. Tu as quand même quelques personnes qui vont aimer ce que tu écris, qui vont te lire. Donc, déjà ça, même si c'est 100 personnes, mais c'est déjà précieux, quoi. Quand les gens te disent... Moi, j'ai des retours des fois des lecteurs, donc des fois j'ai des retours qui me disent « Ah, c'est super, c'est ça. » Bon, c'est pas toujours ce qui est le plus... c'est toujours sympa à entendre, mais des fois, il y a des gens qui vont te dire « Oh, j'ai aimé ça, et j'ai aimé ça, et j'ai aimé ça. » Et tu te dis « Waouh, ça, j'ai travaillé pendant des semaines. » Et là, tu es content quand cette personne-là a vu ça. Et ça, c'est précieux. J'ai eu quelques personnes comme ça qui pointent des trucs, qui voient vraiment le travail qu'il y a eu derrière, et ça, je trouve ça magique, quoi. Écoute, Gypsy, vraiment, je suis vraiment enchantée de cette conversation. Je t'ai jamais vue, parce que je t'ai croisée plusieurs fois, je t'ai jamais vue aussi passionnée, parce que tu es quelqu'un d'un peu timide, un peu sur son compte à soi. Et donc, vraiment, je suis très contente de te découvrir comme ça. Et puis, bon, tu es bien à l'image de tes romans. En tout cas, je conseille à tout le monde de lire la saison 1 de Vice. Voilà, qui sort son tome 3 ces jours-ci, et pour Noël le tome 4, donc allez-y, et en plus je vous garantis que si vous resterez pas sur votre faim, et ça se suivra assez rapidement, et voilà, on vous aurait pas besoin d'attendre des mois et des mois pour avoir l'épisode suivant. Mais écoute, je te dis merci pour tout. Bon à la prochaine, au prochain salon si on se croise. Et voilà, merci beaucoup. Au revoir, et puis n'hésitez pas, je suis sur Facebook, Instagram, Twitter, donc si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus,
voilà, n'hésitez Je vais pas. Tout laisser dans l'article, il y aura tout tes liens.